Alors, juste après l'intervention du président de la République, hier, vous avez évoqué des imprécisions. Vous avez demandé que, clairement, ce soit un confinement à l'italienne. Alors, depuis, juste après, il y a eu les ministres Olivier Véran et Christophe Castaner qui ont apporté des précisions, qui ont corrigé un peu le tir, oui. Pardon ? Oui, qui ont corrigé le tir, c'est ça. Et donc, et notamment Christophe Castaner, qui a parlé des mesures les plus restrictives en Europe, qui a dit un seul mot d'ordre, rentrez chez vous, que tous les déplacements devraient être justifiés. Il a parlé d'amende. Est-ce que vous êtes rassuré ? Bon, écoutez, moi je ne suis pas là pour polémiquer. Nous avons maintenant un combat à mener tous ensemble, qui est un combat difficile, qui va imposer à chacun d'entre nous des restrictions qui sont des restrictions fortes. Et le confinement, parce qu'il faut dire les mots, eh bien le confinement, ça n'est pas forcément agréable, mais il faut le faire. Nous avons insensiblement, en fait, un gouvernement qui a changé de stratégie, qui avait au départ la volonté d'aller chercher l'immunité collective, l'immunisation collective, et puis il est passé au confinement à l'italienne. Et c'est très bien ainsi, parce que depuis longtemps, les soignants nous alertent et nous disent que leurs capacités d'intervention sont malheureusement réduites et que l'afflux massif de patients peut mettre en danger le système hospitalier et donc la santé de celles et ceux qui aujourd'hui sont infectés. Vous avez le sentiment que le gouvernement a tardé, qu'il a réagi avec retard face à cette crise du coronavirus ? Le gouvernement a à évidence hésité, et c'est la raison pour laquelle il est passé graduellement d'une mesure à l'autre, donnant le sentiment de ne plus très bien savoir ce qu'était la bonne mesure à prendre. Ce qui fait qu'en quelques jours, on a eu des messages qui étaient totalement contradictoires, mais bon, je ne suis pas là. L'heure du bilan viendra. Aujourd'hui, la seule question qui vaille, c'est d'être rassemblés autour du gouvernement et de faire en sorte de faire bloc les uns avec les autres pour conjurer le pire, parce que ce dont on parle, et on doit parler avec gravité, c'est que si rien ne se passe, si nous ne sommes pas nous-mêmes totalement responsables, le risque, ce sont des centaines de milliers de personnes infectées et des morts par milliers, et donc je n'ose pas dire par centaines de milliers. Donc c'est bien de cela dont on parle, et il faut donc que chacun ait en tête que ce n'est pas l'heure de la polémique. L'heure de la polémique, c'est... Voilà, et donc quand le président dit « nous sommes en guerre », quand il appelle à l'union nationale, vous entendez ce discours ? J'entends parfaitement, et je l'ai même demandé depuis le départ, parce que je pense que dans un moment comme celui-là, il faut que le pays se sente rassemblé, uni, et qu'on ne soit pas les uns ou les autres à contester. Il y a parfois des interrogations à poser, et on n'hésite pas à le faire. Il faut être vigilant. Mais quand les décisions sont enfin prises, il faut y aller, et voilà, il faut maintenant être dans ce combat tous ensemble. Alors, quelques annonces qui ont été faites par le président. Les municipales, le deuxième tour est reporté avec sanctuarisation du premier tour, reporté vers la fin juin. Bonne mesure ? Bonne mesure, mais personne ne peut imaginer qu'on ait pu tenir un deuxième tour dimanche prochain. C'est vrai. Ça aurait été lunaire. Et comme la fois précédente, il ne nous avait pas consultés sur le premier tour, cette fois-ci, nous lui avons dit, avant même qu'il ne nous pose la question, nous lui avons dit que nous souhaitions effectivement un report. Et c'est la bonne solution. La suspension de toutes les réformes en cours, notamment bien sûr celle des retraites, et puis l'idée que le gouvernement demande, donc va légiférer sur ordonnance sur les mesures à prendre pour la crise. Vous approuvez ? Écoutez, la suspension de la réforme des retraites, évidemment, je m'en satisfais, même si tout ça montre quand même une chose, c'est que nous n'avions pas besoin d'aller aussi vite et qu'il n'y avait pas besoin de 49.3 pour pouvoir abréger les débats. La réalité, c'est que ce projet était un projet très improvisé, et donc maintenant on va prendre le temps, et j'espère que cette réforme-là, puisque le président a dit qu'il y aurait un avant et un après. Oui. Coronavirus, eh bien j'espère que dans l'après-coronavirus, puisque désormais il a découvert les vertus de la protection des Français et de l'État-providence, j'espère que cette réforme-là sera définitivement abolie et que nous aurons l'occasion d'avoir un vrai débat sur les bonnes mesures à prendre. Nous devons faire évoluer le système de retraite, le système actuel. Nous avons des propositions les uns et les autres, et nous sommes à sa disposition pour lui dire par quel chemin passer. Le légiférer par ordonnance, c'est normal, c'est acceptable ?
Alors, il faut voir quel est le cadre de ces ordonnances. Évidemment, dans une situation comme celle-ci, ça peut se justifier sur certains sujets, mais encore faut-il que nous ayons tous les éléments, parce que la démocratie, même en temps de crise sanitaire, elle n'est pas intermittente. Et donc, ça suppose que les oppositions puissent continuer à exercer leur rôle de contre-pouvoir et qu'on ne nous passions pas imperceptiblement dans une forme de gouvernement d'un seul. Donc, vous serez vigilant sur ce. Donc, on sera vigilant. Un large volet économique de soutien aux entreprises, 300 milliards pour les frais bancaires, des mesures également pour les commerces, les artisans, et puis des mesures de solidarité avec les plus fragiles. Est-ce que tout ça, c'est effectivement les mesures qu'il fallait prendre? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Est-ce qu'elles sont à la hauteur? Gérard Leclerc, ce qu'il faut, c'est se mettre dans un état d'urgence à la fois sanitaire, économique et social. Et donc, ça suppose de prendre des mesures, là aussi, qui sont des mesures drastiques. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui vont dans le bon sens et qu'il faut appuyer. Et puis, il faudra aller encore plus loin. Parce que je vois bien qu'il y a aussi des hésitations sur ce sujet-là. Mais comprenons-nous, il faut que tous ceux qui, aujourd'hui, vont vivre une crise de plein fouet, il faut que cela puisse bénéficier à la fois du soutien bancaire, du soutien de l'État, et aussi qu'on puisse, je pense là à tous ceux qui sont tributaires des filets de sécurité sociaux, eh bien que les mailles se resserrent, que l'on ne laisse pas, je pense par exemple aux sans-abri, je pense aussi aux migrants, je pense à toutes ces populations qui sont des populations très précaires, je pense aux chômeurs et tous ces gens-là qu'il faut continuer à conserver dans les mailles du filet parce que ce sont aussi les premiers facteurs potentiels de contagion si on n'y prend pas garde. Je regardais hier dans la rue, en fait, y compris tous ceux qui viennent pour les Restos du Cœur ou pour la soupe, pour l'Armée du Salut, et je vois que les mesures de précaution ne sont pas prises. Il faut que ces populations-là aussi soient prises en charge parce qu'elles sont potentiellement un foyer de diffusion. Donc il faut qu'à tous les étages, on soit complètement conscient que nous sommes effectivement en guerre contre le virus. Le président a beaucoup insisté justement sur la solidarité, sur l'aide aux plus fragiles. Jeudi dernier, il avait parlé de la défense, la préservation de notre système social. Vous pressentez une sorte de virage à gauche du président de la République? Je n'oublie pas qu'au lendemain des Gilets jaunes, le président de la République nous a aussi parlé d'un acte 2, où désormais il consulterait les corps intermédiaires, le monde syndical, les partenaires sociaux, où ce serait une deuxième étape plus sociale. Et puis on a eu quoi? On a eu la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Et vous voyez bien que ce n'est pas un opposant qui vous parle, mais le président lui-même qui accepte l'idée que les réformes qu'il avait jusqu'ici présentées comme des réformes justes sont tellement injustes qu'il est obligé de les suspendre les unes et les autres pour éviter un désastre social, un désastre humain à un moment où la crise intervient. L'Europe, la fermeture des frontières de l'Union européenne et puis également certains pays au sein de l'Europe, l'Espagne, l'Italie, avant la Slovénie, qui elles aussi contrôlent ou ferment leurs frontières. Vous en pensez quoi? Que dans la matière, il ne faut pas avoir de religion et qu'il faut, au fur et à mesure, en fonction des risques épidémiques, prendre les mesures qui s'imposent. Et quand il faut mettre des barrières supplémentaires pour éviter la diffusion, on se protège nous-mêmes, mais on protège aussi les autres. Donc ça paraît être de bon sens. Ça vous paraît cohérent, logique de fermer? Ça me paraît logique de faire en sorte que quand on dit qu'il y a une guerre, on prend les moyens de la guerre. Et donc, il faut que chacun sache quel est son rôle dans cette histoire, comment est-ce que chacun d'entre nous peut permettre d'aider à vaincre ce virus, et d'abord aider ceux qui sont au front. Et les premiers au front, ce sont les médecins qui nous appellent au secours en nous disant que si on veut qu'ils continuent à nous aider, il faut qu'on les aide, nous aussi. 2 mots sur les municipales, sont presque passés, malheureusement, on été laissé de côté. La percée des Verts, qui sont en tête à Lyon, à Strasbourg, à Besançon, à Grenoble, bien placés dans d'autres villes, à Bordeaux. C'est eux les gagnants, c'est eux la première force de gauche, c'est eux maintenant le pivot de la gauche.
La gauche, elle marche sur deux pieds, une jambe sociale, une jambe écologique, et vous avez signalé les bons résultats des écologistes, dont je me félicite, souvent d'ailleurs en alliance avec nous. Vous avez parlé de Besançon, vous avez parlé de Bordeaux, par exemple, mais vous devriez aussi citer toutes ces villes où les socialistes sont en réalité arrivés très largement en tête, évidemment Paris, évidemment Nantes. Vous étiez sortant, vous aviez beaucoup de villes, vous étiez déjà installés, alors que les Verts, j'allais dire, une irruption sur le paysage des municipalités. Alors prenez Nancy, prenez Châtillon, prenez... Des villes que vous pouvez gagner. Prenez Saint-Ouen, prenez toutes ces villes où nous allons effectivement vraisemblablement l'emporter. Je ne suis pas devin et ce sont les électeurs qui diront s'ils confirment leur choix de premier tour, mais l'évidence, c'est qu'à travers toute la France, vous avez des reconquêtes qui sont en train de devenir possibles et que je souhaite, parce que dans cette élection municipale, nous avons montré quoi? Nous avons montré que quand la gauche sait se rassembler, socialiste, écologiste, eh bien, il y a un espoir qui peut renaître. Et cet espoir-là, c'est celui d'un bloc qui fasse front, face à la fois à l'extrême droite et aux libéraux, et qui soit en mesure d'incarner l'alternance. Ce que je souhaite pour ce pays, parce que le fameux virage dont le président nous parle, le mieux encore, c'est de le faire avec des gens qui y croient. L'État-providence, c'est l'ADN de la gauche. L'État-providence, mais aussi tout simplement la solidarité, tous ces mots qui reviennent finalement dans le débat public, qu'on avait presque oublié, qui étaient presque devenus des mots qu'il ne fallait plus prononcer, des mots tabous. Eh bien non, aujourd'hui, chacun se rend compte que si nous vivons comme nous vivons aujourd'hui dans notre pays, c'est parce qu'un modèle social a été inventé après-guerre. Il a été inventé essentiellement par les sociodémocrates. D'un mot, quand le Rassemblement national est présent au deuxième tour, est en tête au deuxième tour, il faut un front républicain, y compris par exemple à Perpignan, soutenir le candidat Les Républicains. Moi, je souhaite que nous soyons clairs et à chaque fois que l'extrême droite est en situation de l'emporter, nous devons tout faire pour que ce ne soit pas le cas. Merci Olivier Faure. Merci. Bonne Gérard journée. Romain, c'est à vous.